coup, le premier intervenant, c'est David Fiala, qui est musicologue et maître de conférence au Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours. Il est le coordinateur du cluster 6 dans Biblissimo Plus et il va nous parler des défis du patrimoine musical dans le projet. La parole à vous, David. Effectivement, je vais commencer par les défis. Quels sont les problèmes que pose le patrimoine musical pour un projet comme Biblissima et pour les projets numériques en général. Et puis ensuite, on va voir si on peut les relever en deux temps. Que peut-on faire? Et puis, que veut-on faire aussi? Je commence par des définitions très simples. Ce n'est pas pour vous faire affront, hein, parce que je pense que vous connaissez beaucoup de ces choses-là, mais c'est parce que c'est des principes fondamentaux de définition de la musique qui ont des conséquences directes sur son encodage et sur sa compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on entend, comment on a construit le cœur de ce cluster? Qu'est-ce qu'on entend par patrimoine musical? Qu'est-ce que ça veut dire? On a choisi que c'était la musique occidentale avant 1600, pour tout un ensemble de raisons dont je pense que vous comprendrez un peu mieux ensuite de quoi il retourne par la suite. Musique occidentale, aussi, enfin musique, et en l'occurrence occidentale. Pourquoi une définition? Parce qu'elle se caractérise par deux choses, la musique occidentale. Elle se caractérise par le fait qu'elle est polyphonique et par le fait qu'elle est notée. C'est deux fondements absolument incontournables qui expliquent toute l'histoire de la musique jusqu'à aujourd'hui, en tout cas de la musique occidentale, et évidemment qui a des conséquences, la nature de cette musique, c'est-à-dire d'être polyphonique et d'être noté, c'est au centre évidemment de c'est ce qui la caractérise, et évidemment ça entraîne des conséquences là aussi pour son encodage, pour son traitement numérique. Polyphonie, bon, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais je mets quand même une définition. Donc, superposition simultanée d'au moins deux mélodies différentes. On doit entendre deux sons différents. Notation, ça c'est clair, mais évidemment, en musique, qu'est-ce que ça signifie? C'est donc la représentation graphique sur deux axes de deux paramètres de la musique. Parce qu'évidemment, si on regarde le monde de la musique en général, les différents paramètres de la musique n'ont pas toujours la même importance selon les traditions musicales et selon les pratiques. Pour la musique occidentale, et c'est une résultante de la polyphonie, c'est les hauteurs et les durées qu'on a choisi de noter. Donc les hauteurs évidemment sur l'axe vertical et les durées de gauche à droite sur un axe temporel. Alors, il y a une contradiction entre ces deux caractéristiques fondamentales de la musique, la polyphonie et la notation. L'oreille, notre oreille, elle est conçue, c'est sa fonction, elle est conçue pour entendre plusieurs sons à la fois. Dans la nature, dans la ville, elle sert à ça, l'oreille. L'œil, c'est plus compliqué. Pour lire plusieurs notations symboliques simultanément, c'est évidemment une toute autre affaire. Et l'origine de cette contradiction disons cette tension entre la polyphonie et la notation, c'est que la notation musicale est un écrit particulier qui est un écrit conçu pour la performance. En fait, il se réalise quand plusieurs musiciens se mettent autour de cet écrit et réalisent cette écriture. Ce n'est pas le cas de toutes les notations musicales. Certaines notations musicales n'ont pas forcément vocation à servir de support à la performance, mais dans ce cas-là, c'est clairement le cas. Alors, du coup, encore quelques définitions. Les spécificités du livre de musique ancien. Donc, on est d'accord, c'est une combinaison de signes graphiques, donc ceux de la notation musicale, et de textes pour la musique vocale, mais il se trouve que la musique musique occidentale avant 1600 est très largement dominée, et presque exclusivement jusqu'à la fin du Moyen-Âge, par la musique vocale, et que donc, on a presque toujours une combinaison de portée musicale, donc de notes et de textes. Jusqu'en 1600, alors l'œuvre polyphonique. Justement, il y a plusieurs voix qui doivent être chantées simultanément, mais sur le support écrit, ces voix sont copiées séparément, successivement, et donc elles forment un tout, et ce tout se réalise par la combinaison simultanée de la performance de ces différents éléments pendant la performance.
Alors pour ça, les copistes, les musiciens copistes ont imaginé de nombreux formats de mise en page, dont on va voir des exemples, sachant qu'une des justifications pour s'arrêter en 1600, vous le voyez ici, c'est que, et je vais tâcher d'être rigoureux dans mon usage des termes, la partition, en anglais score, n'apparaît que vers 1600, et on verra ce que c'est que la partition. C'est justement cette idée de ne pas forcément copier les voix successivement sur la page ou séparément, mais de les rassembler sous la forme de la partition moderne qu'on connaît et qui apparaît donc vers 1600. Pour le patrimoine musical en question, de quoi parle-t-on? Alors, on parle d'œuvres musicales qui sont très majoritairement relativement courtes. Une notation donc, qui représente une dizaine à une cinquantaine de portées avec le texte dessous. Et du coup, les sources musicales, les recueils, sont des anthologies qui présentent les œuvres par double page. Ça se lit comme ça se lit à livre ouvert. Il peut y en avoir d'une à 3 ou 4 œuvres par double page, voire un peu plus. Et donc, du coup, dans chaque manuscrit, ou imprimé d'ailleurs, hein, on peut avoir d'une vingtaine à plus de 200 et voire plus œuvres par source. Voilà pour les définitions. J'en viens à des illustrations concrètes. Alors ça, c'est le tout point de départ. Enfin, c'est pas le plus ancien, les plus anciennes notations, mais au départ, hein, la notation musicale, c'est en fait des signes ajoutés à du texte, ici, qui présentent déjà un caractère plus précis dans l'espacement des notes, qu'on voit ici. Évidemment, il n'y a pas encore de portée, mais vous voyez bien qu'il suffit de rajouter une portée. Alors, j'ai montré, donc ça c'est du plein champ, hein, du XIe siècle. Je vais passer sur un immense corpus, un océan de notation musicale, qui est le corpus du chant grégorien, parce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on se concentre sur la musique polyphonique, c'est que on évite prudemment cet immense corpus de musique notée qui nécessite des compétences spécifiques et qui doit être placé dans son contexte liturgique, évidemment. Donc, c'est juste pour dire ça, et je passe directement à la musique polyphonique, avec la plus célèbre œuvre du Moyen-Âge. Voilà un manuscrit d'une des œuvres les plus fameuses. Et puis, je renacle à parler de musique sans faire entendre de la musique. Alors, j'espère que ça va bien passer sur vos ordinateurs. Mais donc, c'est la plus célèbre œuvre du Moyen-Âge, on peut le dire. C'est la messe de Machaut, le début. Et je vous laisse voir comment vous pouvez interagir avec une partition. Non, pas une partition, une notation musicale. Alors, donc, voilà, vous êtes devant un document écrit qui est mystérieux pour le commun des mortels, connu de quelques musicologues médiévistes, lisible par quelques musicologues spécialisés. Et donc, par contre, le son, bah, tout le monde l'entend, tout le monde peut interagir avec. Donc, on peut dire qu'on se trouve avec cette notation musicale comme devant un alphabet inconnu, et puis qu'on a, avec le son, sa traduction, hein, sa réalisation.
Alors, à quoi sert ce livre? Qu'est-ce que ça signifie que c'est des livres qui servent à la performance? Bah, on va passer aux images. Bah, ce livre, il est fait pour être utilisé comme ça, pour être posé sur un lutrin, autour duquel les chanteurs se regroupent pour lire la notation musicale et donc la réaliser. Là, on voit très bien qu'il y a un petit groupe de chanteurs qui lisent cette musique, ce qui signifie que la mise en page du livre de musique, et là on a le format de livre de chœur, est prévue pour anticipe la localisation des chanteurs autour du lutrin, et que donc on a ici la voix supérieure qui est notée, une voix médiane, une autre voix supérieure, et que donc les musiciens se disposent autour du livre de chœur pour lire cette musique. Ça veut dire que la réalisation complète de l'œuvre suppose la superposition de ces quatre éléments répartis sur la page. Ça vaut aussi pour cette disposition, vaut aussi pour d'autres types de manuscrits. Celui-là, alors le précédent est grand, hein, il fait 90 cm de haut. Celui-là, bien que je l'ai beaucoup agrandi parce qu'il est très beau, mais en fait il est tout petit, il fait 20 cm de haut à peu près. Et donc là, on est face à un chansonnier qui présente tout de suite, là on voit qu'il y a un petit peu plus de complexité. Donc il y a une voix ici qui commence, la voix supérieure avec une lettrine, le ténor qui est la deuxième voix qui est ici. Et puis alors, du fait de la forme de chœur du chansonnier, la troisième voix, on la met un peu comme on peut. Donc, elle court sur les deux pages. Elle commence ici avec cette lettrine, et puis elle se poursuit ici. Et donc, pour réaliser la chanson De tout bien pleine qui est notée ici, il faut superposer ces trois éléments. Une autre notation, alors là, beaucoup plus systématique, de cette même chanson, voix supérieure ici, et les deux voix indiquées par des lettrines, dont le début est indiqué par des lettrines. Alors, on peut avoir des solutions, enfin des situations beaucoup plus compliquées. C'est une des difficultés, c'est que cette mise en page, elle est très très diverse, elle est très fluctuante, y compris à l'intérieur d'un même manuscrit et chez un même copiste. Ici, en fait, on a les trois voix sur la suite les unes des autres sur une seule page, alors qu'on d'habitude, hein, on privilégie vraiment la notation sur une double page. Ici, c'est sur une seule page, donc les deux œuvres ici. Et puis, on a d'autres formats. Voilà une autre situation de performance dans un jardin. Et cette fois, on a été au bout de la démarche pour le confort des interprètes. On note chaque voix sur un cahier séparé, sur un livret séparé. Vous imaginez là aussi les difficultés que ça peut entraîner, y compris en termes de conservation. Ça nous a amené, par exemple, au CESR, pour un projet particulier, à concevoir cette visionneuse qui permet de réunir quatre. Alors, en fait, il y a deux cahiers, mais disons qu'on peut dire qu'on peut faire comme s'il y avait quatre cahiers. Et vous imaginez que pour des questions de conservation aussi, ces cahiers ne sont pas forcément même conservés dans le même lieu de conservation. Et c'est le cas pour ce projet. Et c'était un des intérêts de cette visionneuse, c'était de réunir des cahiers qui étaient dans des bibliothèques différentes dont on avait récupéré des numérisations. Donc voilà un peu j'en viens un peu aux défis qui se posent pour travailler avec ces sources. À la bibliothèque de Munich, les responsables de la numérisation ont conçu une visionneuse Stimmbücher, donc vraiment pour visionner de façon adéquate ces musiques copiées en parties séparées, et ce n'est pas un phénomène rare, hein, il existe aussi pour des manuscrits plus anciens, qui permet donc de faire défiler les voix soit une par une, hein, soit de les faire défiler toutes ensemble. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir des accros, et il se trouve que dans cette collection, l'imprimeur a ajouté une épître dédicatoire ici. Ça veut dire que tout le livre est décalé, donc si on fait défiler comme ça, on est coincé. Donc voilà, du fait de choix éditoriaux anciens, les 6 parties ici, en fait j'en ai même caché 2 parce qu'il y a 8 livres, ne sont plus synchronisés.
Bon, il y a des problèmes encore pires, je vais passer rapidement, hein. On a parlé hier de la difficulté à transcrire, c'est Daniel qui parlait de la difficulté à transcrire des notations circulaires, des choses comme ça. Voilà, il y a toute forme de notation et le jeu avec la notation est partie intégrante de la création musicale à ces époques-là, mais en fait de tout temps. Voilà, c'est fluctuant, hein. Mais ici, on a un canon, donc une chanson notée en forme de chœur, un canon circulaire qui se répète, des choses comme ça. Euh, le pire du pire, une notation là où un compositeur de la fin du XVe siècle s'amuse à noter le poème sous forme de notes. En fait, le nom des notes, c'est le poème qui doit être chanté et toute la musique doit être déduite de texte. Bon, voilà des choses qui compliquent la vie, évidemment, et qui compliquent le traitement automatisé enfin, qui rend impossible, évidemment, le traitement automatisé de ce genre de choses. Des notations procédurales comme ça, il y en a eu de tout temps, et il y en a eu jusqu'au XXe siècle. Une des œuvres emblématiques, c'est l'œuvre qui lance le mouvement minimaliste aux États-Unis. Une partition d'une seule page avec 31 fragments notés, mais dont la performance dure entre 45 et 90 minutes. Mais il faut lire l'introduction, évidemment, pour savoir comment ça marche. Et il y a encore d'autres systèmes de notation que, si parmi vous, des gens ont pratiqué la guitare, connaissent, la tablature, où ce ne sont plus des notes qui sont sur les lignes, mais des chiffres, et qui est un système de notation encore différent. Bon, j'abrège. Vous voyez que l'idée, c'est ici juste de montrer la diversité des formats, la diversité des modalités, et même la diversité de la pensée de ces notations. Et enfin, vint la partition. Alors voilà ce que c'est que la partition. La partition, c'est évidemment l'idée d'aligner toutes les voix, de les synchroniser et de les synchroniser visuellement en respectant un espacement proportionnel aux durées des valeurs. Donc voilà, ça c'est une des premières partitions notées, une des premières éditions notées en partition, et une œuvre évidemment aussi très célèbre qui marque un changement de paradigme. Ce n'est pas un hasard, hein, si la notation évolue aussi à ce moment-là, parce qu'il y a des changements très très profonds autour de 1600 dans la musique, une vraie révolution copernicienne, hein. Et donc ici, les 5 voix sont bien notées les unes au-dessus des autres, hein, et ça, c'est la notation moderne. Et voilà ce qui impose, c'est finalement ce qu'on apprend désormais au solfège, c'est cette notation, la notation commune. Et ce que produisent les musicologues, y compris pour les musiques les plus anciennes, ce sont des notations, des mises en partition, en fait, de ces notations dont je vous ai parlé. Ici, c'est l'édition moderne d'une des chansons, la chanson qui figurait dans le chansonnier en forme de chœur, là, le chansonnier cordiforme. Et voilà ce à quoi aboutissent, et ce avec quoi, en réalité, travaillent les musicologues. Alors, j'en ai fini avec la question des défis, et je pense que vous avez bien compris les supports. Donc, il y a des choses compliquées à traiter. Évidemment, les philologues ont su les traiter depuis qu'ils travaillent sur la musique, sur ces musiques anciennes. Maintenant, pour le numérique, qu'est-ce que ça implique? Alors, les musicologues ont produit des catalogues de sources, d'œuvres, évidemment les sources numérisées par les portails des bibliothèques et ailleurs. Et surtout maintenant des encodages numériques, donc de la donnée musicale, de l'encodage numérique de la notation, en fait, c'est ça que ça signifie, et évidemment des enregistrements audio numériques. Alors, il y a des défis importants qui ont déjà été relevés, hein, c'est quelques bonnes nouvelles quand même, du point de vue, par exemple, des inventaires de sources musicales, des catalogues d'œuvres. On a un standard XML pour l'encodage musical. On a des visionneuses, principalement une, mais il y en a plusieurs, et la possibilité de générer de l'audio numérique à partir du fichier MEI, donc qui est l'équivalent de la TEI, mais pour la musique. 2 mots des catalogues pour donner aussi une idée de l'ampleur du corpus, qui n'est pas si gigantesque. Je vais passer sur le répertoire international des sources musicales pour me concentrer sur DIAM, donc la Digital Image Archive of Medieval Music, qui est abritée à Oxford.
Alors, je passe un peu sur le détail. L'important, euh, le contenu de la base, on peut dire, est quasi exhaustif. C'est-à-dire que c'est quand même une base de données, un inventaire de toutes les sources musicales existantes, là aussi encore avant 1600. Ce qui vous indique que le corpus n'est pas gigantesque. On a 4000 manuscrits, dont 700 sont accessibles directement, dont les numérisations sont accessibles directement sur le portail d'IAM, mais on a 4000 manuscrits. Bon, ce qui fait quand même tout de même 51 000 œuvres. Hein. Voilà pour la dimension du corpus, qui est évidemment quelque chose d'important à avoir en tête pour réfléchir à ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire. Évidemment, une des choses qui pourrait être faite, c'est d'associer d'IAM avec Biblissima. d'IAM a un petit côté de proto-Biblissima, hein, c'est pour la musique. Et là, il faudrait réfléchir à des solutions. Il y a une API qui permet de récupérer les données en JSON, et puis il faudrait éventuellement travailler aussi avec DIAM, qui est actuellement dans une période justement où la pérennisation pose problème, mais qui est en fait arrivée à maturité. Hein. Les données sont extrêmement complètes et extrêmement bien structurées. Pour la représentation musicale des fichiers XML, voilà le visualiseur dont on dispose, la visionneuse dont on dispose, qui s'appelle Verovio, qui est étroitement associé à la communauté MEI, et on recevra lors de la première réunion du cluster à l'été le concepteur et le développeur de cet outil. Il a aussi développé un MEI éditeur. Alors là, vous avez un bout de code MEI, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble, mais bon, c'est comme de la TEI, avec évidemment la particularité d'encoder le système graphique. Et donc, tout ça est produit par la transformation du fichier MEI dans le navigateur en représentation graphique. Et donc, avec cet éditeur, on peut modifier les choses. Donc, on peut changer une note et puis rappeler ça Biblisima Tune et changer tout ce qu'on veut en intervenant directement dans le code ici. C'est un des éditeurs qui existent, il y en a plusieurs. Alors, le problème, on a déjà débattu de ça, j'ai bien entendu les appels du pied de Peter Stokes hier. Il n'existe pas encore d'OMR ou d'HMR fonctionnel. La question se pose de l'opportunité d'en développer. Et cette question, elle est à débattre. Elle est discutable au regard du volume du corpus, de sa diversité et puis de tout le travail qui a été fait. Et vous avez vu qu'une des difficultés, par exemple, dans le livre de musique polyphonique, je ne vais pas insister là-dessus, mais le livre de musique polyphonique donc, réunit différentes voix, mais dans les corpus des bibliothèques, on a des livres de musique à une seule voix, la musique du chant grégorien dont je parlais, ou d'autres répertoires, les troubadours, les trouvères, que sais-je, où c'est de la musique à une seule voix, mais la présentation en fait ne diffère pas. Donc, il est même compliqué simplement d'identifier un livre polyphonique, de musique polyphonique, de différencier un livre de musique polyphonique d'un livre de musique monodique. Rien que ça pose un problème. Hein, et sans un certain nombre d'informations, c'est même impossible de le faire automatiquement. Donc, on travaille, nous, avec des logiciels d'édition qui sont soit propriétaires, soit ouverts, et qui permettent de faire des exports et donc de disposer un corpus de fichiers XML MEI. Mais évidemment, comme dans tous ces cas qui nécessitent de l'intervention humaine, c'est très, très prenant. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on a produit, nous, à Tours au CESR, dont on va réfléchir à l'exploitation et au branchement vers DIAM. On a par exemple un catalogue de toute la chanson française de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle. On a des biographies de musiciens. On a un certain nombre de sources numérisées et environnées, dont on dispose même dans certains cas de droits. Par exemple, la tablature que j'ai montrée, elle vient de ce corpus des lutistes, le projet du chemin aussi. On a des corpus encodés numériquement. On a l'œuvre complète de Gesualdo, Carlo Gesualdo, un contemporain de Monteverdi en ligne, et d'autres corpus.
Et on est en train de réunifier tout ça, puisque c'est évidemment le résultat de presque 25 ans de projets disparates. Et le modèle de données est prêt et on est en train de tester et de commencer à alimenter une base de données unifiée de toutes ces ressources. Pour conclure et un peu lancer le débat et réfléchir à ce que le cluster va pouvoir faire, l'idée, c'est même une idée qui est très attendue par les bibliothèques patrimoniales. La Bibliothèque nationale de France, qui montre le manuscrit de Don Giovanni de Mozart, trouve que c'est bien peu de montrer des pattes de mouche sur une page, alors que c'est quelque chose qui s'écoute et c'est un document extraordinaire. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, peut-être, c'est à travailler, alors, puisque j'ai un peu laissé de côté la question de l'OMR ou de l'HTR, à une indexation fine des sources musicales déjà, avec un balisage graphique, par exemple, l'inventaire des œuvres, et de façon encore plus fine, le repérage des voix. Ensuite, il y a évidemment toute une question d'interface, d'affichage personnalisé de la partition moderne et la possibilité, évidemment, de l'écouter, d'écouter la musique, et d'écouter la musique là aussi sous un format personnalisé, c'est-à-dire par exemple d'écouter une seule voix, deux voix ensemble, trois voix ensemble, le tout qui sont les possibilités offertes par la mise à disposition d'un fichier MEI. En fait, c'est ça que le fichier MEI permet et qui n'est pas possible sans. Et j'en finis avec l'organisation un peu du cluster 6. Donc, on est en cours de structuration. Là aussi, on a fait appel à nos collègues. J'ai entendu nos collègues épigraphistes qui n'ont pas encore eu beaucoup de remontées, mais nous non plus, pour l'instant, les remontées sont limitées, mais on a bien identifié, c'est des petites communautés. Et on va travailler sans doute beaucoup à l'international. Comme vous voyez, il y a un consortium Humanum qui est aussi actif, et avec lequel on va évidemment travailler très étroitement. On a des réunions aussi avec la BNF, aussi bien le département de la musique que Gallica et le département de valorisation. Et puis donc, on se réunit les 11-13 juillet à Tours. Vous êtes bienvenus pour discuter, pour échanger. Et puis, dernier défi, recrutement d'un ingénieur. Donc, la perle rare, le musicologue codeur. On en connaît, on espère pouvoir les retenir et pouvoir disposer d'un ingénieur à partir de l'automne 2022. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Aussi, quelqu'un qui n'est pas musicologue du tout comme moi, c'était très accessible, merci. Et je suis content d'ouvrir la discussion maintenant sur les défis que David vient de présenter. Oui, on a une question intervention par Michel Brunet. À vous la parole. Oui, bonjour. Donc, en épigraphie aussi, nous avons des partitions, comme vous le savez sans doute. Donc, il y a des inscriptions de Delphes qui comportent, bon, qui ont été publiées, que vous connaissez, qui comportent des signes dont la position en interligne et les caractéristiques typographiques ont fait comprendre à des gens qui étaient par ailleurs eux-mêmes musiciens qu'il ne pouvait s'agir que de partition. Alors, bon, j'emploie sans doute pas le terme adéquat pour désigner ce système de notation sur lequel donc quelques oiseaux rares également, qui étaient à la fois épigraphistes et musiciens, ont travaillé. Donc ça a commencé avec Renac et ça a été repris ensuite par des collègues qui sont plus souvent papyrologues et annibellistes par exemple, qui sont également bien évidemment papyrologues, puisque là il y a un système de notation lui aussi exploré par ces spécialistes. Mais il peut y avoir exactement là aussi un point de rencontre potentiel si vous, si vous jugez qu'on fait partie finalement du même monde. Alors, le système de notation antique est vraiment très différent, mais et effectivement, le corpus qui a été redécouvert à partir de la Renaissance de ces fragments
sont connus des musicologues, mais pourquoi pas, oui, oui, on peut vous donner les fichiers MEI de ces, de ces musiques pour les intégrer dans vos bases de données, pas de problème. J'ai vu une autre question, mais disparu. Je pense que quelqu'un a levé la... Ah oui, Anne-Marie. Merci. Merci David. Comme tu sais sans doute, moi j'ai toujours rêvé que dans le portail Biblissima, il y ait du son, parce que ça manque. Donc, à la fois de la lecture de texte et de la musique, évidemment. Je pense que si on arrive à développer des outils pour l'un des deux versants, on pourra en développer aussi pour l'autre, parce que je pense que pour l'internaute, surtout celui qui a assez peu l'habitude des sources anciennes, comme tu l'as montré, très difficile à comprendre, c'est important d'avoir le son. Et ce serait une vraie révolution, même dans la mise à disposition en fait, de ces sources patrimoniales à tous les publics, ce serait une vraie révolution et ce serait génial. Et alors, tu nous as fait faire un exercice intéressant là, qui était d'écouter l'enregistrement tout en essayant de comprendre quelque chose au manuscrit, évidemment. Moi, je ne comprenais rien du tout. Et je voulais savoir si, tu l'as peut-être dit, mais pardonne-moi si j'ai raté la chose, est-ce qu'il y a moyen de guider l'internaute dans la numérisation du manuscrit au fur et à mesure qu'il entend la performance, qu'il entend la musique? Je suppose qu'on doit pouvoir travailler sur les canevas, sur les secteurs de l'image. Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que c'est un truc à faire? Est-ce que ça fait partie des défis? Oui, ça fait très clairement partie des défis. Il y a plein de portails, hein. Il y a la Beethoven Archive, Mozart Archive, enfin les musicologues allemands ont plein de projets qui permettent de visualiser les choses comme ça. Effectivement, par exemple, d'écouter les esquisses de Beethoven avec le défilement du curseur sur la page, qui est quand même évidemment très très compliqué à lire dans le cas d'esquisses voilà, écrites à la va-vite, manuscrites comme ça. Donc oui, il y a pas mal de solutions qui sont développées et je pense qu'on pourrait, ça ce serait une des choses, justement, typiquement, c'est ce que je disais hein, pour la Bibliothèque nationale, montrer la page du Don Giovanni de Mozart sans rien, bah, voilà, ça dit rien. Donc évidemment, un curseur qui défile sur la notation et qui permet de suivre et de savoir où regarder, parce que en fait, c'est ça qui est difficile, c'est de savoir simplement où regarder, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui fait sens. Et là, par exemple, pour les notations en voix séparée, bah, évidemment, un triple curseur. Alors tout ça va demander... c'est pour ça que je parlais d'indexation fine, parce qu'il faudrait déjà faire une indexation fine des voix, ensuite, mais les solutions techniques, il y en a qui ont déjà été développées et il doit être possible d'en développer d'autres, des curseurs, différents systèmes. Il y a pas mal de systèmes avec la... Alors, sur la partition générée automatiquement en SVG, la partition moderne, de toute façon, c'est automatique. Le curseur, on le voit défiler quand on fait play pour jouer la partition MEI. Enfin, dans Verovio, là, je prends l'exemple de Verovio, hein, ça défile automatiquement. Évidemment, sur les numérisations anciennes, ça nécessite un peu plus de travail et techniquement, je ne suis pas en mesure de répondre précisément à la question. Mais c'est évidemment quelque chose que toutes les bibliothèques qui conservent de la musique cherchent, mais peu l'ont implémenté. Il y en a qui sont implémentés vraiment dans des corpus particuliers et qui sont implémentés souvent, je pense, avec un coût important quoi, pour pouvoir synchroniser tout ça. Oui, c'est ça, ça demande de très gros financements. Peut-être il faudrait le faire plutôt à l'échelle internationale, je me demandais. Et j'avais une autre question, si je peux, d'une question mais de parfait ignare. Pour les notations musicales anciennes, donc que ce soit les neumes ou tout ce qui a pu être inventé d'autres, il y a l'équivalent des polices Unicode? Bon, je ne me suis jamais posé la question, mais si je ne me suis jamais posé la question, c'est que c'est non, à mon avis. Enfin non, c'est sûr que non. C'est peut-être un nouveau défi pour la NRT, ça, alors. Je ne sais pas. Ou ça servirait à rien, selon toi?
Il y a des caractères spéciaux dans certaines polices, mais faudrait que ça, c'est pas une question sur laquelle on s'est du tout penché et que j'ai entendu les musicologues discuter, mais ouais, il faudrait réfléchir aux implications que ça pourrait avoir et à l'utilité que ça pourrait avoir. Parce que c'est vrai que notamment les formes de notes sont relativement stables. Alors les neumes, ce serait quand même très très compliqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup, donc beaucoup de formes graphiques, il y en a énormément, et puis alors très variables, enfin entre l'Italie du Nord et la Lorraine, tout change, donc c'est compliqué. Pour la musique rythmée, là, effectivement, en fait, nos modernes blanches, noires, croches, tout ça, elles ont des ancêtres qui sont relativement stables. Donc ça, on pourrait imaginer. Ouais. Morgane Pierson dit dans le chat que ça a été étudié à la NRT. Ok, merci, je me tais. Merci. Je vois aussi dans le chat, il y a Régis qui a posté un lien à ce que je pense est une intégration de Tripolayev avec le son et les sources audio et vidéo. Et ça peut être aussi intéressant pour le cluster au niveau de l'interopérabilité des différentes sources de données. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Régis, sur cet outil. Sinon, on peut... Non, pas spécialement. C'était juste pour que chacun puisse aller voir cette démo qui effectivement permet d'intégrer la MEI avec 3IF, donc de synchroniser l'image et le son et la transcription musicale. Enfin, le son, la transcription musicale et la vidéo en l'occurrence. Et ça pourrait être une image aussi. Ouais, tout à fait. Les collègues de McGill sont centraux dans tout ça. Il y a une grosse communauté autour de McGill, avec qui on travaille.